La crise de la représentation politique, c'est une tarte à la crème qui fait l'objet de beaucoup de discours médiatiques et politiques. Par définition, il y a toujours un hiatus dans la représentation politique. Il y a un hiatus, par exemple, dans le temps, entre le moment, par exemple, de l'élection et le moment de l'action. Et au-delà de ce hiatus constitutif même de l'idée de représentation politique, puisqu'il y a délégation à des représentants, il faut aller au fond de la crise particulière de la représentation politique que nous vivons, parce qu'il y a déjà eu des crises de la représentation politique. Par exemple, on est passé du suffrage censitaire au suffrage universel, ça a été une réponse à un moment donné de la crise de la représentation politique. L'invention des partis politiques, c'est aussi une réponse à la crise de la représentation politique. Et à son tour, ce système de représentation est entré dans une crise profonde, beaucoup plus profonde que les précédentes. Pourquoi ? Parce que personne ne définit ce qu'est la représentation politique pour affronter le problème. Et je pense que c'est là la clé. Qu'est-ce que c'est qu'un représentant ? Par exemple, un député ou un président ou ce que vous voulez. C'est un médiateur entre une idée abstraite, on peut appeler ça un symbole, qu'il incarne, par exemple la patrie ou la République, incarnée dans un président ou un élu, ou un député incarne quoi? La nation, et en même temps, il reflète ou il porte les électeurs qui l'ont élu, par exemple sa circonscription pour le député. C'est-à-dire que représentation, ça a deux significations. Ça veut dire présenter une absence, présenter ce qui est absent. Par exemple, la patrie, on meurt pour la patrie à travers le drapeau, que ce soit le résistant ou le soldat. Et en même temps, redoubler la présence, représenter. Donc il y a une double signification à la représentation politique. Or, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui? C'est une cassure entre ces deux composantes. La partie symbolique et la partie de redoublement de la présence. Ça veut dire quoi? Un aplatissement du politique qui est désymbolisé. La perte, la référence au symbole est cassée. Il y a une désymbolisation du politique. Ça, c'est cette cassure qui est fondamentale. Par exemple, le grand historien Ernst Kantorowicz, qu'on commence à un peu citer aujourd'hui, a écrit un bouquin célèbre, très, très cité dans le champ politique, mais qui est un bouquin majeur, qui s'appelle « Les deux corps du roi ». Les deux corps du roi, Ernst Kantorowicz dit qu'il y a un corps symbolique du roi. Qu'est-ce que c'est? C'est le Christ roi. Il incarne la vision religieuse portée par le pouvoir politique à l'époque de la monarchie. Et en même temps, il y a un corps physique. Le roi meurt, mais la royauté continue. Donc, le propre du politique, ce n'est pas l'économie, et j'insiste là-dessus, et notamment ici, pour combattre l'économisme, pour ne pas dire le techno-économisme triomphant. Le propre du politique par rapport à l'économie, c'est justement le fait que c'est d'abord du symbolique. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'une société puisse se reconnaître, s'unifier, communier même, dans des valeurs qui font que une société, ce n'est pas un troupeau de moutons, comme disait Platon, mais c'est ce qui fait société, justement, ce qui fait groupe, ce qui fait fusion. Or, la fusion, ce n'est pas l'économie. La fusion, ou la solidarité, ou vous l'appelez comme vous voulez, le lien social, c'est d'abord se reconnaître collectivement. Marcel Mauss aussi, qui écrivait beaucoup dans l'Humanité, Marcel Mauss l'a aussi souligné, notamment dans son essai sur le don. Donc, au moment une présidence qu'il avait qualifiée de jupitérienne avec ses mises en scène napoléoniennes, en fait Napoléon III, là il avait raison, eh bien, ça a échoué complètement, parce que le politique ne peut plus symboliser. Il s'est aplati sur la gestion, il s'est aplati sur la technique. Donc il faut que ça marche, il faut que ça tourne, il faut que ça fonctionne, il faut que ce soit efficace. Sur le modèle, justement, de l'entreprise, qui est parfaitement représenté par ces personnages que j'évoquais, c'est-à-dire le modèle de l'entreprise appliqué aux politiques
Et oui, mais on s'en sort. Et donc, le leader politique, là, contemporain, contribue à cet aplatissement et à cette technicisation de l'État. Oui, alors, donc vous, j'avais dit qu'on reviendrait évidemment à ce que vous définissez comme l'État-entreprise. Bon, vous avez déjà donné des marqueurs avec les personnages, les 3 personnages politiques, les 3 figures de Trump, de Macron et de Berlusconi. Mais donc, selon vous, cet État-entreprise est une dépolitisation de l'État et une politisation de l'entreprise. Qu'est-ce à dire ? Tout à fait, c'est tout à fait central. Alors, pour comprendre ce qui se passe dans l'État-entreprise, qui est donc l'institution hybride, si vous voulez, entre l'État et l'entreprise, qui pour moi marque le moment contemporain. Il faut d'une part, alors je vais le qualifier, mais il faut avoir en tête toujours l'histoire, la généalogie. L'État et l'entreprise sont nés au XIIe, XIIIe siècle. Dans la foulée, si vous voulez, ce sont des produits dérivés d'une grande révolution qui a eu lieu au XIIe siècle, qu'on appelle la révolution grégorienne, qui a consisté à séparer le pouvoir papal et le pouvoir impérial, c'est-à-dire le pouvoir spirituel, si vous voulez, le pouvoir temporel, et à la hiérarchiser. Ces 2 produits dérivés, l'État et l'entreprise, déjà l'entreprise par action, hein, c'est très documenté, dès le XIIe siècle, on a des entreprises par action, par exemple à Toulouse, dans les moulins. Donc, ces 2 produits dérivés vont avoir une généalogie, une vie, si vous voulez, très différente. L'État va s'autonomiser par rapport à l'Église à partir du XVIe siècle, et c'est Machiavel dans Le Prince qui amène l'État souverain, l'État autonome, c'est-à-dire l'État coupé, qui va se couper de plus en plus de la théologie et qui va gagner sa laïcité, son autonomie. Au terme de plusieurs siècles, si je puis dire, de combat de l'État envers l'Église. Au départ, l'État, c'est l'État-Église. Il est qualifié comme tel par les historiens. Cet État-Église va devenir un État souverain et même un État absolutiste, notamment au XVIIe et au XVIIIe siècle. Or, dès le milieu du XVIIIe siècle, commence la critique de l'État, ce que Michel Foucault appelle la phobie d'État. Et cette phobie d'État, elle vient d'une double critique de la société civile elle-même, au nom des droits de l'individu, et ça va aboutir à la Déclaration des droits de l'homme, et d'autre part, au nom de l'invention du marché. C'est-à-dire qu'il y a une double critique de l'État, venant à la fois de ce qu'on peut appeler la société civile, si on veut garder ce terme, et venant du marché. Et cette critique de l'État ne va cesser de se renforcer depuis 2 siècles, avec des points d'aboutissement et des points cruciaux. Et je pense que, et ça rejoint ma remarque sur ce que je disais au début à propos de Berlusconi et de la chute du mur de Berlin, la chute du mur de Berlin marque l'apogée de la critique de l'étatisme. On n'a pas encore assez analysé toutes les conséquences de la chute du mur de Berlin. Comme disait mon ami Jacques Ralit, les pierres continuent de tomber. Et donc il y a encore un travail énorme à faire là-dessus. Alors cet État souverain monarchiste qui a été longuement critiqué, notamment après la Seconde Guerre mondiale aussi, aujourd'hui va trouver des béquilles, si je puis dire, du côté de l'entreprise, d'autant que c'est un État gestionnaire, désymbolisé. Il va chercher du côté de l'entreprise une sorte d'alliance, une sorte d'hybridation dans le management. Il n'y a qu'à voir le New Public Management, dans la santé, dans l'éducation, dans tous les grands services publics, ce qu'ont dénoncé les Gilets jaunes, c'est l'incursion massive, pas simplement de la privatisation, mais d'abord de toute la pensée managériale. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les hôpitaux et ailleurs. Et ça, c'est quoi? C'est toute ce que Gramsci appelle l'hégémonie, c'est-à-dire la production intellectuelle de l'entreprise qui vient prendre le relais de l'incapacité ou de la défaillance de l'État aujourd'hui à symboliser, donc à porter l'intérêt général. L'État-entreprise, donc c'est au terme, on peut dire, si on veut simplifier, qu'en Occident, il y a eu l'État-Église, l'État souverain
et aujourd'hui on a l'État-entreprise. Et les figures politiques que j'évoquais représentent cet État-entreprise qui est finalement un État aplati, un État gestionnaire. L'État se dépolitise, mais évidemment l'entreprise, et notamment la grande entreprise, elle se politise. Il n'y a qu'à voir déjà à travers la RSE, la responsabilité sociale et environnementale, à travers par exemple la loi Pacte et le débat qu'il y a eu récemment aux États-Unis dans les grandes firmes, c'est-à-dire la mission donnée aux entreprises et dans les directives européennes, on a vu apparaître depuis 2010 le fait que la grande entreprise portait l'intérêt public. C'est la formulation même qu'on trouve dans des directives de l'Union européenne. Autrement dit, l'État se désymbolise, se dépolitise, et en même temps, l'entreprise se politise. Ça a une conséquence majeure. C'est une conséquence majeure, c'est-à-dire que le cœur de la bataille politique se joue de plus en plus dans l'entreprise. Ce qui, pour certains, ne devrait pas être une nouveauté, puisque tous les grands penseurs socialistes du XIXe siècle ont toujours mis au premier rang l'entreprise, l'usine. À l'époque, je pense à Saint-Simon, Fourier, Owen, Cabet. L'État, pour eux, ça n'a pas grande importance. Et pour ceux qui ont lu Le Capital de Marx, il suffit de voir que le livre 1 ne traite que de la grande industrie et que l'État est tout à fait second et que d'ailleurs, tous les textes d'Engels, de Marx, dans la filiation d'ailleurs de Saint-Simon et de Godwin, le père de l'anarchisme, c'est de viser l'extinction de l'État. Donc la visée socialiste, c'est non seulement la mise entre parenthèses de l'État plutôt que l'étatisme complet, et d'avoir toujours le regard braqué sur l'État, et c'est en plus une visée d'extinction de l'État. C'est sans doute le léninisme qui a beaucoup amené la question de l'État au centre du politique, tout en recherchant bien sûr l'extinction à terme de l'État, les soviets et l'électricité. Mais paradoxalement, Lénine, avant la Révolution, critique le taylorisme et après la Révolution, célèbre le taylorisme sous la pression des ingénieurs de la jeune révolution russe. Et le taylorisme, c'est la théorie de l'efficacité qui va être reprise, et si je puis dire amplifiée, par le stalinisme dans le stakhanovisme. Donc cette vision me semble au cœur aujourd'hui, cette hybridation de l'État-entreprise pose une question politique majeure sur le rapport du politique à ces deux institutions. Oui, et donc vous, je l'évoquais tout à l'heure, cette réflexion, on le poursuit en fait, le premier, on pourrait presque dire un premier tome, qui est la Révolution industrielle, l'ouvrage précédent. Donc, puisque vous opposez en fait, vous dites qu'il y a une religion industrielle de l'entreprise et que vous l'opposez à la religion politique de l'État. Est-ce que l'entreprise remplacera à terme l'État? Voilà, vous parlez de corpocratie. Oui, c'est un terme qui est utilisé aux États-Unis. Corpocratie, c'est le pouvoir des corporates, c'est-à-dire des grandes entreprises. Et en même temps, dans corporate, il y a vous avez bien fait de ne pas utiliser l'anglicisme, le globish. Et en plus, dans corporation, j'insiste parce qu'il y a le mot corps, comme dans le corps du roi, etc. Il y a toujours un rapport au corps. Et Claude Lefort, qui avait analysé, disait de la Révolution française, ce que d'ailleurs disait Sieyès lui-même, c'est-à-dire que la décapitation du roi a créé un lieu vide, ce qu'il appelle un lieu vide, c'est-à-dire l'espace symbolique qui va être occupé par la conflictualité du débat public dans la démocratie. Ce lieu vide, Sieyès l'appelait un lieu magique. C'est le lieu du symbole, justement. C'est-à-dire qui va occuper la place symbolique une fois que vous avez décapité le roi. Et c'est Sieyès qui était un abbé, évidemment, qui avait très bien compris le rôle du symbolique, qui a proposé deux idées clés qui sont au cœur de notre définition de la République. La première, il a dit, à la place, on va mettre le peuple.
et la nation, et c'est l'article 1 de la Constitution de 1791 qui fixe cette idée de nation qui est un symbole, et cette idée de peuple qui est un symbole aussi, c'est-à-dire la dissociation de la société elle-même se projetant dans la figure du peuple. Alors, religion industrielle et religion politique, pour répondre à votre question. Oui, merci. Religion industrielle et religion politique, ce sont deux religions, malgré le terme séculière, c'est-à-dire terrestre. Elles ne renvoient pas à une transcendance, comme dans la religion au sens traditionnel du terme. Elles renvoient à un niveau, je dirais, humain, à hauteur d'homme. Ce sont des religions terrestres, où Raymond Aron parlait de religion séculière, justement. Qu'est-ce qui s'est joué dans ce grand combat long, qui a pris plusieurs siècles, entre l'État et l'entreprise, dont je vous ai dit que c'était deux produits dérivés de la révolution grégorienne du XIIe, XIIIe siècle? C'est que l'État a combattu pendant des siècles pour gagner son autonomie, et il a réussi, jusqu'à la Révolution française en particulier. Dans les coulisses, si je puis dire, l'entreprise, autre institution, s'est mise à l'abri de ce grand combat pour développer sa propre conception du monde, pour développer sa propre vision. Et cette religion industrielle, c'est une religion séculière qui est portée par l'idée scientifique, technoscientifique et industrielle de transformation du monde par le travail, par la science et par la technique, au nom du progrès, qui est la grande idée du XVIIIe siècle, du progrès. Et cette vision et cette religion industrielle va être complètement élaborée, fixée par les premiers socialistes qu'on a à tort, Engels, qualifiés d'utopiques, ce qui était une bêtise, pour distinguer socialisme scientifique de socialisme utopique, alors que les premiers socialistes ont été en fait les premiers industrialistes, c'est-à-dire qu'ils ont porté une vision du monde, et c'est eux qui ont défini ce qu'on pourrait appeler cette religion industrielle, ce que j'ai appelé cette religion industrielle, après Erich Fromm, un des leaders de l'école de Francfort. Et cette religion industrielle que je pourrais appeler aussi, et je le ferai peut-être de façon provocatrice ici aussi, une religion des forces productives. Donc, oui, là vous êtes provocateur. Alors, la religion des forces productives, j'emprunte ce terme à deux philosophes. Simone Weil, la philosophe, je ne parle pas de Simone Weil, la femme politique, et Gramsci. C'est Gramsci qui, dialoguant à distance avec la révolution russe, oui. Dans un article célèbre, La révolution contre le capital, avec toute l'ambiguïté de ce titre chez Gramsci, parle de religion des forces productives. Alors, quelle est la première caractéristique de cette religion industrielle? C'est justement de dire que chaque fois qu'il y a une rupture technique, il y a mécaniquement un changement de société. Par exemple, la révolution mécanique entraîne un changement de la société, ou aujourd'hui, pour certains, la révolution dite numérique, j'aime pas ce terme, mais peu importe, entraînerait mécaniquement une transformation sociale, ce qui au passage fait l'économie de la révolution politique et sociale et transfère toute l'utopie sociale et politique sur l'utopie technologique. Il ne vous a pas échappé, pour ceux qui sont de ma génération, que dans les années 70-80, tout était politique et qu'aujourd'hui, tout est technologique. On est passé du tout politique au tout technologique. Donc, alors, vous voyez à quel point cette religion industrielle est prégnante avec cette... Alors, en revanche, ces ruptures provoquent ce que Leroy-Gourhan, l'anthropologue, a appelé une refonte des institutions. Non pas une transformation, a fortiori une révolution de la société, mais une refonte des institutions. Et c'est bien ce qui se joue aujourd'hui dans l'hybridation entre l'État et l'entreprise, c'est une refonte des institutions. Il n'y a pas une substitution. Donc il n'y a pas substitution, il ne peut pas y avoir de suppression du politique, ça c'est une absurdité. Mais il peut y avoir... mais l'État, j'insiste, c'est quand même une institution qui, comme toute institution, a une durée de vie limitée,
On pourrait dire que l'Église, pour l'instant, a une durée de vie très longue, on le voit bien. L'État, quelques siècles, et on verra pour l'entreprise et la grande entreprise. Et alors, dans ce processus, on va dire, comment est-ce qu'on peut dégager des alternatives et donc, comment le politique peut se saisir de cette situation et en fait, le peuple aussi reprendre la parole ou en tout cas pouvoir refaire de la politique ou faire de la politique tout simplement. Alors j'ai déjà évoqué une première piste rapidement, c'est la centralité de l'entreprise. Et c'est là que se mène pas simplement la lutte sociale et politique, mais la lutte pour l'hégémonie, c'est-à-dire pour la conquête intellectuelle et politique de la direction de la société. Gramsci disait, je cite beaucoup Gramsci aujourd'hui, oui, mais je vais en citer d'autres, que l'hégémonie naît du verbe naître dans l'usine. Ça veut dire que le lieu de l'affrontement, aujourd'hui, le cœur de l'affrontement, notamment sur la question du management, qui est le nouveau dogme universel, cette théorie de l'efficacité venue du taylorisme, revisitée dans toutes les théories du management, c'est-à-dire du toyotisme, du New Public Management, de ce que certains ont appelé le néo-management, c'est le cœur là de la lutte. C'est ça le cœur de la lutte intellectuelle, de la lutte conceptuelle et de la lutte politique. Ça a des conséquences multiples, je ne vais pas vous les énumérer, vous pouvez les traduire vous-même. Et le deuxième point, qui me semble central, c'est qu'il ne peut plus y avoir une double citoyenneté dans nos sociétés. C'est-à-dire une citoyenneté qui serait celle justement de la religion politique, des droits de l'homme, etc., et puis une subordination radicale dans le monde de l'entreprise, renforcée avec l'ubérisation, mais déjà dans le contrat salarial. Dans le contrat salarial, on est obligé d'obéir, et c'est ce qu'on signe dans le contrat salarial, aux directives de son entreprise. Donc, comment faire coexister une double citoyenneté? Ça veut dire que, là encore, l'entreprise, la question de la liberté ne se pose pas simplement dans le champ classique, je dirais, mais elle se pose de plus en plus dans le champ de l'entreprise. Et Bruno Trentin, qui était un dirigeant syndical italien, disait qu'aujourd'hui, la question de la liberté dans le travail devient la question de la liberté tout court. Et c'est d'autant plus important que l'entreprise elle-même a besoin, pour son propre développement, d'autonomie créatrice, d'autonomie croissante de la part des salariés. Donc la question de la liberté de l'entreprise, la question, on pourrait la développer longuement, mais des modes de gouvernance ou de gouvernement de l'entreprise, par exemple. Est-ce qu'il ne faut pas, Isabelle Ferreras, qui est une chercheure de Harvard et de Louvain, propose, par exemple, que le capital et le travail soient représentés à égalité dans l'entreprise, sur le mode bicamériste. Bicamériste, c'est un double pouvoir, mais on peut aller beaucoup plus loin avec la réflexion sur l'autogestion ou sous des formes nouvelles de pouvoir. On voit bien que cette question de la double citoyenneté devient insupportable. C'est pour ça que tout le déplacement, pour moi, toute la métamorphose du politique qui se traduit sur le plan institutionnel dans l'État-entreprise, il est urgent que les gauches, au sens classique du terme, reviennent aux fondamentaux de la pensée des socialistes du début du XIXe siècle et de leurs successeurs, c'est-à-dire le primat de l'entreprise du travail. Et peut-être que le champ plus traditionnel et largement en crise de la représentation politique, on peut le traiter plus simplement en réduisant l'éloignement entre les représentants et les représentés, en accentuant la proximité. Pierre, merci. Merci vraiment pour cet exercice. En fait, ce serait bien effectivement d'avoir un petit échange avec ceux qui ont soit des questions, des demandes de précision. Donc, je ne sais pas si Alain est par là, mais alors il y a un monsieur, Alain.
Ah, il y a un monsieur qui demande la parole. Merci Alain. Excusez-moi, tu discutais, mais... Donc, il a dit... Merci, monsieur. Oui, je voudrais une précision. Je suis arrivé lorsque vous avez abordé Marx et Engels. Oui. Et vous avez parlé de la religion industrielle. Et j'ai cru comprendre que vous mettiez Marx et Engels comme des productivistes et donc attachés à cette révolution industrielle. Mais je pense vraiment que c'est, pour moi en tout cas, après la lecture de Marx et d'Engels, c'est tout l'inverse. Je donnerai qu'un exemple. D'ailleurs, Marx attache bien la liberté des travailleurs à la diminution du temps de travail. Il le dit vraiment textuellement. Donc pour moi, Marx, bien sûr, insiste sur l'usine pour la production indispensable, puisque de notre vie et de notre évolution dépend la production. Hein, nous sommes faits de la production. Mais le rattacher à la révolution industrielle, si c'est le cas, je ne comprends pas du tout. Alors, est-ce que... Comme elle est suffisamment précise, on peut peut-être... Je reprécise. Un des marqueurs, si vous voulez, de ce qu'on peut appeler la religion industrielle, un des marqueurs, c'est le discours suivant, le lien de causalité établi entre la transformation techno-scientifique et la transformation sociale et politique. Il est évident que Marx et Engels ne sont pas dans cette conception-là. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait un lien mécanique, et c'est pour ça que j'ai parlé de religion des forces productives en reprenant la formule chez Gramsci. Il y aurait un lien mécanique entre une causalité qui est on transforme les sciences et les techniques, enfin la société transforme ou crée des sciences et des techniques, et donc il y aura une transformation sociale, politique, culturelle. Ce lien mécanique n'existe pas, c'est un mythe. Et même chez Engels, je critique Engels là-dessus, parce qu'il a popularisé le mythe de la révolution industrielle. Il a repris ce terme, il l'a valorisé. Pourquoi? Parce que la conséquence immédiate et paradoxale, c'est de surcharger l'utopie technique au détriment de l'utopie politique et sociale. Quand vous regardez l'histoire de l'utopie au bon sens du terme utopie, c'est-à-dire le désir de transformation d'un autre monde, si vous voulez, qui va de Thomas Mann à la Renaissance jusqu'au milieu du XIXe siècle, cette utopie sociale et politique, c'est celle justement d'une cité idéale, d'un autre monde, d'une autre société différente de celle qui est vécue. À partir du milieu du XIXe siècle, l'utopie technique et scientifique, y compris dans la science-fiction naissante, va décharger l'utopie politique de son message au profit de l'utopie technologique qui triomphe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit du coup les GAFA, par exemple, ou les grandes entreprises dire « Ah, Google change le monde », etc. C'est-à-dire que le discours de la science et de la technique vient relayer, pour ne pas dire remplacer, y compris de façon technocratique. Et je reviens à Macron, par exemple. Le discours de Macron, c'est quoi? C'est à la fois la Startup Nation, l'entreprise, mais en même temps, c'est ce qu'il appelle la révolution numérique. Et c'est la rencontre, c'est-à-dire le modèle de la Silicon Valley. Alors évidemment, chez Engels et Marx, il n'y a pas l'idée que ce sont les forces productives qui, seules et mécaniquement, mais de toute façon, dans forces productives, ils intègrent le travail, ils intègrent pas simplement les machines, mais ils intègrent aussi le travail. Et donc, la question de la liberté dans le travail et la question de la liberté tout court. Mais il faut intégrer, si vous voulez, pour être précis, il faut intégrer dans la notion de force productive deux choses. Les machines, si vous voulez, et le travail lui-même. Et à ce moment-là, on a une vision qui ne réduit pas simplement à la technique, comme c'est fait aujourd'hui. Alors peut-être encore une, deux questions. Oui, au fond, à gauche. Levez-vous, monsieur. Alain? Ah, Alain, il est...
Oh, il est distrait, Alain. Hein. À gauche, enfin sur ma gauche ou alors sur ta droite. Ça dépend de dans quel... Ah oui, pardon. Oui, en plus, c'est... Alors oui, monsieur? Oui, c'est une question... Enfin, à mon avis, le débat sur le mythe entre religion industrielle et religion étatique mériterait un grand débat en soi, mais il y a une question, là où je voulais revenir, qui est peu abordée dans ce qui a été présenté, c'est la question des processus de décision alternatifs, aussi bien dans l'entreprise que dans l'État. Enfin, on a parlé du management, du césarisme, voilà. Enfin, je pense qu'il y a enfin, voilà, c'est une question, votre avis sur ces questions, du processus alternatif de décision. Alors, il y a sur État-entreprise, qu'est-ce qui se joue dans cette métamorphose du politique et cette hybridation d'institutions? Il se joue un transfert d'hégémonie, c'est-à-dire de capacité à produire de la pensée, si vous voulez, collectivement. Classiquement, l'État participait, à travers toutes ces institutions, à produire de la pensée, y compris par l'école, la recherche, mais par d'autres moyens aussi, à tel point que Althusser avait parlé d'appareil idéologique d'État. C'est ce terme qui avait beaucoup fait couler d'encre. Et moi, si je voulais réagir à ça, je parlerais d'appareil idéologique d'entreprise aujourd'hui. Je pense qu'ils sont beaucoup plus puissants en gardant le même acronyme que celui d'Althusser. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut passer quand même par l'institution à un moment donné. Mais dans le débat, il y a aujourd'hui, dans les personnages que j'ai évoqués, télé-réel ou Twitter-réel, une hyper-personnalisation, une hyper-incorporation, c'est-à-dire le personnage physique devient central. C'est pour ça d'ailleurs, par exemple, que Berlusconi ou Trump ont une obsession capillaire, ça ne vous a pas échappé, ou que Macron, quand il organise un débat, le débat revient à la mise en scène télé-réelle du président, qui va enlever sa chemise, etc. Bientôt, qui pour l'instant retrousse les manches. Bon, donc, vous voyez pourquoi on met au centre le corps du chef. Le corps du chef, c'est ça le césarisme. C'est pas nouveau dans l'histoire. Le corps du chef, parce que justement, il y a des symbolisations dans les deux corps du roi, si vous voulez, comme le corps symbolique ne tient plus, il est désymbolisé, il y a une survalorisation du corps physique, notamment à travers les écrans de télé ou de vidéo. Alors, ça veut dire que le débat, soit il est capitalisé, centralisé sur ce mode télé-réel, soit il est transféré sur un mode qui est la décision par le débat, ou la pseudo-décision par le débat. Puisque il n'y a pas un sujet seul qui peut décider, on est exactement dans ce débat qui s'ouvre après les gilets jaunes et pour les retraites maintenant, eh bien, on va faire passer les décisions par le débat public. C'est une vieille idée qui a été introduite au moment de la réforme des postes et télécoms dans les années 90, au moment du rapport Prévost, pour ceux qui connaissent ça, sous le gouvernement Rocard, c'est-à-dire faire passer la décision par le débat. Et d'ailleurs, il se trouve que le conseiller spécial du président de la République a été le concepteur de ce débat à l'époque de la réforme des PTT. C'est pas un hasard. Alors, forme alternative de débat, c'est ce que j'évoquais, c'est le débat pour moi qui devient central dans l'entreprise sur les orientations, mais qui ne peut pas être simplement un débat d'échange d'idées, mais qui est aussi un combat, si je puis dire, pour participer au pouvoir de décision. Et à la mise en œuvre à travers le suivi, la gestion, etc. Donc, c'est le débat en soi, ok, mais le problème, c'est le rapport entre le débat et le pouvoir de décision. Alors, on va prendre encore une question, et je crains que ce soit la dernière. Allez-y, monsieur.
Oui, vous avez rappelé à juste titre que le contrat de travail était fondé sur le lien de subordination. Et c'est un petit peu dans la suite de ce que vous venez de dire. Est-ce que ce mode de réorganisation à l'intérieur de l'entreprise passerait par une réflexion autour de ce contrat de travail, de ce qu'il constitue, puisqu'il n'y a contrat de travail que s'il y a ce lien de subordination aujourd'hui, dans l'état du droit tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est de par l'existence de ce contrat de travail, d'ailleurs, qu'on bénéficie de la protection du Code du travail et d'un certain nombre de protections générales. Et est-ce que ça ne nous obligerait pas à repenser ce lien-là qui est fondamental et essentiel et à réfléchir l'ensemble de tout le système, puisque y compris le syndicalisme, y compris les droits de protection sociale sont souvent rattachés à l'existence du contrat de travail. Et il laisse de côté un certain nombre de personnes. Et on a vu toute la difficulté qu'a eu le mouvement syndical, d'ailleurs, à prendre en charge la question des chômeurs, parce que justement, ils étaient exclus à l'origine du contrat de travail. Donc est-ce qu'effectivement, c'est pas là que se situe la réflexion que la gauche doit mener aujourd'hui de façon urgente? Merci, monsieur. Pierre? Oui, tout à fait, je rejoins vos réflexions. Je pense même que ça peut amener à réfléchir sur les liens entre partis et syndicats et sur le rôle d'un parti et d'un syndicat qu'on avait un peu coupé entre l'un qui serait idéologique et l'autre qui serait, si je puis dire, attaché à la vie quotidienne des salariés dans l'entreprise. Ce qu'il faut voir, c'est que cette double citoyenneté, elle résulte, si je puis dire, elle résulte du fait que l'entreprise, notamment dans les années 30, pour réagir à la grande crise des années 30, a externalisé, si je puis dire, à l'État, qu'on a qualifié d'État-providence, a externalisé toute la négociation sur le contrat social et sur les conventions collectives et sociales. Est-ce qu'il ne faut pas, en grande partie, refaire venir dans l'entreprise, dans le droit du travail, ce qui a été externalisé? Vous voyez la portée, non seulement je rejoins ce que vous dites, mais la portée de la centralité politique de l'entreprise fait que ce qui a été externalisé, parce qu'aujourd'hui, que font les grandes entreprises? Elles renvoient à l'État toutes les négociations. Ce qui entraîne des tas d'éléments bureaucratico, tout ce que vous voulez, que je ne développerai pas, y compris pour les syndicats eux-mêmes. Et alors que la métamorphose actuelle pousserait beaucoup plus à une implication et à une repolitisation au cœur de l'entreprise, allant peut-être, et il faut reprendre à mon avis ces questions, sur l'autogestion ou la question du pouvoir dans l'entreprise. Eh bien, ce sera la conclusion de Pierre Musso.